Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous dans votre magazine qui fait l'analyse et les commentaires sur l'actualité politique essentiellement en République démocratique du Congo. Vous le savez, l'actualité chez nous est cristallisée par la désignation du candidat président de la CENI. Depuis plusieurs semaines, les confessions religieuses n'arrivent pas à trouver un compromis. Aujourd'hui, pendant que nous sommes en train d'enregistrer cette émission, mardi 17 août, les confessions religieuses ont sollicité 72 heures pour pouvoir trouver un compromis. Nous espérons, mais pendant ce temps, nous essayons de comprendre pourquoi est-ce que ça ne marche pas ici et là. Voilà pourquoi aujourd'hui, après avoir reçu quelqu'un d'autre, Idriss Katenga en l'occurrence, sur ce plateau, nous avons intéressé Maître Fidèle Mbinga, qui est consultant expert électoral à la SENCO, pour pouvoir échanger avec lui, avoir peut-être une approche, un point de vue différent. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, Maître Fidèle Mbinga. Je vous en prie. Alors, nous savons, je sais que vous êtes assez proche du candidat Cyril Ebotoko, et ce qui est tout à fait logique. Alors, nous allons d'abord essayer de comprendre Cyril Ebotoko, qui il est, parce qu'on a beaucoup parlé de lui en mal. J'espère que vous allez parler de lui en bien. Ma question, c'est: qui est-il, Cyril Ebotoko, à part le fait d'être neveu du cardinal Fridolin Ambongo et originaire de l'Équateur? Merci beaucoup, monsieur les journalistes. Je voudrais d'abord vous remercier pour m'avoir invité sur ce plateau. C'est à la fois un honneur et un privilège d'être invité par vous. Je voulais faire un flashback pour d'abord vous dire que je ne viens pas ici au nom de la SENCO. Je ne viens pas pour parler au nom de la SENCO. La SENCO a son porte-parole, qui est M. l'abbé Donatien Cholet, que vous connaissez. Mais moi, ici, je viens pour prêter ma voix au candidat Cyril Ebotoko Longomo. Alors, vous l'avez présenté comme le neveu du cardinal, ce qui est un grand mensonge, un gros mensonge qui a été distillé dans la société. Monsieur Cyril Ebotoko n'est ni de loin ni de près le neveu du cardinal. Alors, ce monsieur est présenté depuis l'année passée comme quelqu'un, simplement comme quelqu'un de l'Équateur, et neveu du cardinal. Ils n'ont pas de lien de famille, d'ailleurs c'est un débat qui est déjà dépassé. Et vous avez vu, les mensonges ont évolué, on ne parle plus, on ne dit plus qu'il est neveu du cardinal. Maintenant, on les taxe d'avoir été candidat député national sur la liste de la MOUCA. Alors vous voyez quelqu'un qui est superviseur technique d'une grande mission d'observation électorale dans le monde et en Afrique, être à la fois, en même temps, candidat député national. Et c'est quelqu'un, un politique, qui l'a dit. Je me disais que ce monsieur, je le prenais pour quelqu'un de sérieux, mais je me suis rendu compte que c'est quelqu'un finalement qui est fabriqué dans la moule du mensonge, comme M. l'abbé Cholet l'a dit. Alors, ce sont des gros mensonges. Je pense que demain, on vous dira que c'est un ancien du M23. Cyril Ebotoko n'est ni neveu au cardinal, encore moins avoir été député national sur la liste de la MOUCA. Il n'a aucun contact avec les gens de la MOUCA. C'est un gros mensonge. Alors, si vous voulez que je vous parle de Cyril Ebotoko, oui. C'est un Congolais pour lequel la majorité du peuple congolais voudrait qu'il soit à la tête de la CENI. Simplement parce que c'est quelqu'un qui a une grande expertise en matière électorale. Ce n'est pas parce qu'il il aurait des relations avec un prêtre ou un évêque, un archevêque, que sais-je encore, un cardinal. C'est simplement parce qu'il a une grande expertise. Il a eu à servir les pays dans le cadre de la CENI. Il a servi les pays de 2005 en 2011 comme superviseur technique provincial. Et à ce titre, il était appelé...
C'était dans l'ex-Équateur, précisément au Bel Bokungu, où il était à la fois formateur, contrôleur technique. Alors, ses fonctions de superviseur technique provincial alors lui donnaient cette possibilité de pouvoir former aussi les agents électoraux. Il a servi la nation dans ce cadre-là. C'est comme ça que la SENCO a détecté en lui des compétences avérées et des grandes qualités. C'est comme ça qu'il a été approché par la SENCO pour piloter sa mission d'observation électorale qui a fait ses preuves. Et dans cette mission d'observation électorale, il faut dire qu'il était la cheville ouvrière qui a pratiquement tout fait, parce qu'il était dans la programmation, dans la planification, ainsi que dans la mise en œuvre des activités opérationnelles, parce que toutes les activités ont été suivies, parce que la SENCO, la mission d'observation de la SENCO a été menée par lui selon la configuration opérationnelle de la CENI. C'est comme ça que nous, parce que de temps en temps, je suis comme consultant, nous avons travaillé dans le sens d'accompagner les processus électoraux dans le cadre de l'observation électorale en observant toutes les activités opérationnelles qui comprennent les 8 phases du chemin critique des élections. Voilà. Alors, qu'est-ce que les bridges? Je voulais m'arrêter ici pour vous dire que les bridges, c'est que les Nations Unies, les grandes organisations spécialisées dans les domaines électoraux, notamment l'IDEA, AESA, les PNUD, et que sais-je encore, AIFES, se sont rencontrés pour définir qu'est-ce que c'est un expert électoral. Alors, ils ont décliné un certain nombre, un curriculum en matière électorale, et Cyril a suivi tous ces curriculums jusqu'à atteindre les niveaux les plus élevés en matière électorale, et c'est comme ça qu'il est accréditeur bridge. Il peut accréditer ceux qui veulent, qui peuvent et qui veulent devenir des experts électoraux. Alors, fort de cette expérience, de cette expertise, il a été appelé dans d'autres pays pour contribuer justement au processus électoral dans d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, pour le compte de l'EISA, Tunisie, pour le compte du Centre Carter, que sais-je encore, Kenya, où il a travaillé à porter son expertise comme expert électoral. Il faut aussi dire qu'en dehors du continent, il a aussi fait des prouesses parce qu'il était invité par les départements d'État américains pour travailler avec les organisations de la société civile spécialisées dans les élections à l'occasion des élections sénatoriales aux États-Unis. Mais il faut aussi dire qu'il a été invité à l'Union européenne pour travailler sur les dénouements de la crise politique née des conflits électoraux en République démocratique du Congo. Alors, c'est ce monsieur qui ne parle pas de lui, qui est très effacé, parce que travaillant dans l'ombre des évêques, dans l'ombre de la SENCO, ne veut pas se mettre en relief, mais que nous voulons aujourd'hui présenter au monde, à la population congolaise. Très bien. Je voudrais d'abord m'attarder sur le rôle que la mission d'observation de l'Église catholique, si je ne me trompe pas sur la nomenclature, a eu à jouer dans le processus électoral dernier. Oui. Vous savez, cette mission a publié des résultats qui n'ont pas été prouvés finalement. Cette mission, les conclusions de cette mission ont été mises à profit par un candidat malheureux, en l'occurrence Martin Fayulu, qui est allé jusqu'au devant les cours et tribunaux habilités, et sans pour autant avoir la possibilité de donner ne serait-ce qu'un début des preuves de ces allégations. Et donc, question, est-ce que
le travail réalisé par la mission d'observation peut-il être considéré comme un atout pour Cyril Ebotoko? Deuxième question, est-ce que finalement, n'y aurait-il pas une proximité politique avec les candidats, en l'occurrence Fayulu Martin, qui a fait bon usage du travail réalisé sous la coordination de Cyril Ebotoko? En fait, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour ressasser les passés. Les passés, c'est déjà les passés, mais je voulais seulement répondre à une question pertinente que vous avez posée, c'est de savoir quel est le rôle d'une mission d'observation électorale. Le rôle de toute mission d'observation électorale, c'est de pouvoir concourir à l'amélioration du processus électoral. Alors, c'est ce qui fait que lorsque nos organisations, nous observons les opérations électorales ou les activités opérationnelles, nous publions un rapport assorti des recommandations. Ces recommandations, c'est pour dire à ceux-là qui gèrent l'OGE, l'organe de gestion des élections, de mieux faire. Alors, c'est le travail que la SENCO fait. Vous parlez des résultats. Non, la SENCO n'a jamais publié les résultats. Les résultats n'ont jamais été publiés par la SENCO, mais la SENCO avait seulement dit que les résultats que détiennent sa mission d'observation ne correspondent pas avec celles de la CENI. Il se peut que la CENI ait publié M. John Gomboa comme ayant reçu 18 000 voix et que la SENCO a peut-être 17 500 voix. C'est ça la non-correspondance. Maintenant, vous voulez accrocher à cette question M. Fayulu. M. Fayulu n'a pas de contact avec Cyril Ebotoko. Moi, je suis très proche à M. Cyril. Je sais beaucoup de lui. Il n'a aucun contact. Et d'ailleurs, s'il y avait contact, s'il y avait relation entre les deux messieurs, vous avez dit que Fayulu était en difficulté pour ne pas apporter des preuves. Mais la SENCO avait déployé 40 000 observateurs. Et chaque observateur avait la possibilité de parcourir d'autres bureaux de vote. Ça veut dire qu'on avait beaucoup de PV. Moi, je peux vous dire que les PV n'ont jamais été donnés à qui que ce soit. Si la SENCO était des mèches avec la MOCA, on aurait donné à la MOCA des PV pour pouvoir les brandir devant la justice. Mais c'est une question qui est déjà passée. Aujourd'hui, nous parlons du processus électoral. Nous parlons de la désignation des animateurs de la CENI. Nous voulons que ces animateurs soient les plus indépendants possibles, qu'ils aient cet esprit d'indépendance, d'intégrité, de probité morale, au-delà des compétences. Parce que la loi organique sur la CENI, telle que modifiée à ce jour, voudrait que les animateurs de la CENI aient, au-delà des compétences, mais une intégrité, un esprit indépendant, une probité morale et intellectuelle. Une probité intellectuelle et une moralité qui est acceptable. Et ce sont des critères qui doivent être pris, traités et considérés de manière cumulative et systématique. Donc, il n'est pas question de pouvoir privilégier un seul critère par rapport aux autres. Et Cyril, aujourd'hui, Ebotoko, c'est la personne qui représente tous ces critères. Voilà pourquoi les CC et la SENCO tiennent à ce que cette personnalité soit désignée à la tête de la SENCO. Et c'est de la vie aussi de la majorité des Congolais. Parce que nous avons voulu, la société civile s'est battue pendant beaucoup d'années, beaucoup de mois, pour avoir une CENI totalement déplumée des influences politiques. Et voilà pourquoi il y a des blocages que vous observez. Voilà, je ne vais pas vous prendre au mot, mais quand même, vous m'avez mis le mot dans la bouche. Cyril Ebotoko est le candidat de l'Église catholique, donc la SENCO, et de l'Église protestante, comme président CENI. Et ceci, nous le savons tous, ce n'est pas la première fois, même la dernière fois aussi, il l'était toujours. Mais s'il était aussi,
valeureux que vous le dites, pourquoi est-ce que à chaque fois, ces mandants, en l'occurrence la SENCO et l'Église protestante, remettent toujours en cause? Vous vous rappelez, la dernière fois, il y avait une phrase malheureuse qui est sortie, vous nous direz si elle est vraie ou pas, que le cardinal avait dit que son candidat n'avait pas les épaules, n'avait pas l'envergure d'être président de la CENI. Voilà pourquoi il préférait les mettre des côtés. Cette fois-là, Ebotoko était en opposition à Malonda. Aujourd'hui, Ebotoko en opposition avec Kadima, c'est une fois de plus ces mandants qui disent « nous retirons notre candidat ». Alors, si il est ce que vous dites, pourquoi est-ce que à chaque fois, il est, comment dire, baladé comme ça pour un oui et pour un non? Merci. Voyez-vous, vous savez, les textes doivent être les reflets d'un contexte. D'abord, je préfère vous dire que beaucoup de choses ont été dites l'année passée surtout, qui n'étaient pas vraies. Il y avait des contre-vérités qui ont été débitées, même par des gens respectables. C'est comme ça que cette fois-ci, on a veillé à ce que les réunions soient enregistrées. Et on a enregistré cette fois-ci des gens lors des différentes réunions. C'est pour éviter que les gens ne puissent débiter des mensonges. Le cardinal n'a jamais douté du candidat Cyril Ebotoko. C'est comme cette fois-ci, Monseigneur Outembi a voulu écarter les deux candidats, à savoir M. Cyril Ebotoko et notre frère Denis Kadima, simplement pour ôter les prétextes que les deux personnalités, à savoir Denis Kadima et Cyril Ebotoko, seraient en train de courtiser certains chefs de confession religieuse. En tout cas, c'est ce que j'ai eu comme écho. Alors, pour déplacer ces prétextes, voilà, c'est comme ça que le président de la SENCO a voulu qu'on écarte les deux candidats. Mais vous voyez, la SENCO douter d'un candidat, mais à chaque fois revenir sur ce candidat. Un peu d'analyse. Il suffit de réfléchir un moment pour vous donner vous-même des réponses. Parce que l'année passée, on voulait qu'il soit président de la CENI. Cette fois-ci, c'est lui qui est toujours sur la table des discussions jusqu'au jour actuel, parce qu'il y a maintenant prolongation. Et vous voyez que les gens doutaient d'un candidat, mais à chaque fois, de manière systématique, revenir sur ces candidats. Moi, je considère ça comme des analyses voilà, qui ne tiennent pas la route. Oui, mais est-ce que peut-être, bon, on est dans des peut-être, on sait qu'avec des peut-être, on peut construire tout un monde, mais qu'à cela ne tienne, est-ce que les évêques ont une volonté réelle de pouvoir proposer un candidat à la présidence de la CENI? Je voudrais faire un flashback vers le passé pour vous dire que à chaque fois qu'il était question de désigner les membres de la CENI, la SENCO s'est réservée beaucoup. La SENCO s'est réservée, mais cette fois-ci, vous avez vu, depuis l'année passée, la SENCO ne se réserve pas. La SENCO tient à ce que M. Cyril Ebotoko, en qui elle a confiance, prenne la tête de la CENI. C'est pour vous répondre, pour vous dire que les évêques veulent que cette commission électorale nationale indépendante soit pilotée par quelqu'un en qui nous pouvons faire confiance, qui représente justement tous ces critères que je venais de vous citer ici, dont l'intégrité, la compétence, la probité intellectuelle, la moralité. Alors, comme ils tiennent aux valeurs, Cyril est représentant beaucoup de valeurs, et c'est ici le lieu de dire que, à la différence de beaucoup de candidats que nous connaissons, qu'on cite dans les médias, l'avantage qu'a Cyril, c'est de pouvoir justement représenter tous les critères. C'est ça le problème.
il y a des candidats qui sont compétents, qui ont une compétence, une expertise avérée. Ici, je ne suis pas en train de pouvoir tenter de descendre quelqu'un pour dire qu'il n'est pas compétent. C'est qu'on comprendrait du reste, hein, non, parce que vous avez déjà dit que vous avez un candidat, donc logiquement, on ne peut pas vous tenir rigueur il y a des promouvoir en descendant les autres. Je ne peux pas, par mon éducation, ma formation, je ne peux pas tenter de descendre un candidat, même s'il y a d'autres personnes qui passent sur vos plateaux de télévision pour tenter de descendre M. Cyril Ebotoko. Bon, je leur ai dit qu'ils sont en train de tirer à terre, c'est une perte de temps. Cyril Ebotoko a une expertise avérée et donc nous n'avons pas le temps de pouvoir descendre d'autres candidats, disais-je. Mais seulement Cyril a non seulement la compétence, comme d'autres experts aussi, mais il est quelqu'un sur lequel le consensus se dégage. Parce que le consensus ici ne doit pas être dégagé que entre les confessions religieuses, mais c'est surtout entre les parties prenantes aux élections. Les parties prenantes, ce sont les organisations politiques, ce sont les institutions, et que sais-je encore, la population aussi, et qui veulent qu'il y ait quelqu'un de beaucoup plus indépendant et quelqu'un qui peut mettre tout le monde d'accord. Mais les candidatures que nous sommes en train d'observer, ça et là, ce sont des candidatures qui posent problème. Et c'est ça même le problème du blocage. Oui, les candidatures qui posent problème aujourd'hui, je crois que ce n'est pas un secret. Quand on parle de Denis Kadima, qui serait proche du chef de l'État. Et donc, toute chose restant égale par ailleurs, la proximité du chef de l'État, d'autres ont même versé dans des valeurs que je ne saurais pas relayer ici. Mais tenons-nous simplement à la proximité politique. Est-ce qu'elle devrait poser problème de manière absolue? Parce que vous parlez de l'indépendance. Première question. Deuxième question, est-ce que Cyril Ebotoko n'a-t-il pas aussi rencontré les chefs de l'État? Voilà, je préfère commencer par cette dernière question. Parce qu'un ami m'a envoyé un lien d'un journaliste qui était en train de débiter des racontards des bas étages, disant que Cyril Ebotoko aurait rencontré les chefs de l'État. Bon sang, mais je me dis, vous voyez le président de la République, chef de l'État, après s'être rencontré avec un citoyen, appeler un journaliste pour pouvoir lui faire rapport de son entrevue avec ses citoyens. Oui. Ou soit c'est Cyril lui-même qui aurait dit aux journalistes que voilà, monsieur X, je venais de rencontrer les chefs de l'État. Vous voyez, c'est des choses qui manquent de rigueur. Quelqu'un est en train de dire sur Internet que Cyril Ebotoko aurait rencontré les chefs de l'État. Alors que tout le monde sait que ces messieurs, je ne sais pas si c'est vraiment un journaliste. Je préfère qu'on reste dans notre débat parce que je ne veux pas avoir de problèmes avec des confrères. Bon, vous disiez qu'il l'a rencontré ou pas? Cyril Ebotoko n'a pas rencontré les chefs de l'État. En tout cas, à ma connaissance, je suis très proche de M. Cyril Ebotoko. Je n'ai pas cette information. Mais je me dis, dans l'hypothèse où il aurait rencontré les chefs de l'État, où seraient les problèmes? Vous pensez que toute personne qui rencontre les chefs de l'État est un malfrat? Parce que Denis Kadima, justement, on lui reproche d'être proche du chef de l'État. Ça, je ne sais pas s'il est proche du chef de l'État, mais ce sont des choses qui se racontent dans la société. Mais moi, je voulais vous répondre par rapport à M. Cyril Ebotoko pour vous dire qu'il n'a pas rencontré les chefs de l'État. Et même si il aurait rencontré les chefs de l'État, je ne vois aucun problème, aucun mal en cela. Parce que le chef de l'État, il est le président de tout le monde. Nous l'aimons tous bien.
M. Cyril peut les rencontrer et je ne vois aucun problème. Mais je sais qu'ils ne se sont pas rencontrés. Qu'est-ce que vous entendez par indépendance? Ce n'est pas vous seul qui évoquez cela. Je crois que toutes les confessions religieuses aujourd'hui sont d'accord sur ces concepts. Les candidats à président CENI doivent être indépendants. Indépendants, c'est-à-dire quelqu'un qui tombe des masses, qui n'a pas de frères, qui n'a pas des sœurs, qui n'a pas d'amis, ou quelqu'un qui peut, face à une situation critique, s'affirmer. Voilà, c'est justement ça. Quelqu'un qui, face à une situation critique, s'affirmer. Quelqu'un qui a des épaules solides. Quelqu'un qui peut publier des vrais résultats issus des urnes. Quelqu'un qui ne peut pas se mettre à monter des stratégies avec des politiques pour leur donner des voix au détriment des autres. L'indépendance a été définie par les référentiels de la société civile, les référentiels auxquels nous avons contribué. Il a été défini que ce que nous entendons par personnalité indépendante, ce sont des personnalités qui n'ont pas des liens avec des formations politiques, qui ne sont pas membres des organisations politiques. Et nous sommes allés même pour dire que ce sont des personnalités qui non seulement n'ont pas des liens avec des familles politiques, mais qui ont cessé d'être membres des partis politiques depuis 5 ans. Et c'est ce que nous entendons par personnalité indépendante. Maintenant, c'est quelque chose qui reste encore à renforcer, à consolider, parce que nous avons voulu que la CENI soit composée uniquement par des personnalités indépendantes, c'est-à-dire venant de la société civile, provenant, issus des organisations de la société civile spécialisées dans les domaines électoraux. Mais, in fine, on n'a pas maintenu cette idée. Les dépositaires du pouvoir au sein de la majorité, plutôt au sein de l'Assemblée nationale, ont voulu qu'on ait une CENI mixte, c'est-à-dire où il y a les politiques et les membres de la société civile. Parce que l'idéal serait d'avoir à la CENI des personnalités issues uniquement de la société civile. C'était justement pour éviter qu'on ait comme vice-président quelqu'un connu pour son militantisme au sein d'un parti politique. Je ne veux pas citer des noms ici. Oui, mais on sait que notre société civile, elle est un peu spécifique parce qu'elle est plus d'essence politique qu'autre chose. Et donc, on a déjà vu dans ce pays, l'histoire nous l'indique, des personnalités de la société civile qui ont muté en parti politique. Alors, la marge est vraiment très fine. Mais par contre, la question qui me vient en tête, c'est plutôt celle de savoir quel est le rôle qu'on attribue au président de la CENI dans la nouvelle configuration avec la loi qui a été votée. Avoir toute cette bagarre, on a l'impression que c'est un des ex machina, un homme tout-puissant, un demi-dieu, qui peut tout changer. Or, avec la loi, le président n'a aucune marge, il ne peut rien décider par lui-même. Donc, du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas relativiser, par conséquent, la désignation du président et gagner du temps? Parce que juste pour vous permettre de répondre, d'élargir votre réponse, la CENI comprendra également des membres issus de l'opposition actuelle. L'opposition actuelle comprend le FCC et la MOUCA, c'est revendique de l'opposition. Donc, obligatoirement, on aura soit les FCC totalement, soit les FCC et la MOUCA dans la CENI actuelle. Et je ne vois pas les délégués de ces composantes politiques faire un cadeau à qui que ce soit, y compris au président de la CENI. Très bien, mais je serai vraiment pragmatique pour vous dire que le président de la CENI, c'est une personnalité
pas la moindre, parce que c'est elle d'abord qui engage la CENI, c'est elle qui publie, cette personnalité qui publie les résultats provisoires. Mais vous savez, dans les activités opérationnelles, ce ne sont pas les membres de la plénière qui s'en occupent, c'est le secrétaire exécutif national qui s'en occupe avec son équipe, mais également avec le président. Sans oublier bien sûr les vice-présidents. Bon, les membres de la plénière, ils sont là pour des orientations et lever certaines décisions ensemble. Mais les activités opérationnelles comme telles sont spécialement conduites par les présidents, son vice-président dans une certaine mesure, mais beaucoup plus les secrétaires exécutifs nationaux ainsi que tous les services opérationnels. Il y a toujours une plénière, c'est-à-dire la plénière pour prendre les décisions et après exécution, il y a une plénière pour évaluer l'exécution. Donc, je ne voudrais pas ici entrer dans certains secrets, mais je veux seulement vous dire que les activités opérationnelles sont menées par certaines personnalités clés. Les membres de la plénière, ils font un grand travail, mais il faut dire qu'à chaque fois qu'on peut leur présenter des rapports, n'est-ce pas, par le président ou les scènes qui envoient au président, c'est toujours des rapports volumineux, mais généralement aussi, ce sont des personnalités qui n'ont pas assez d'expertise, d'expérience en matière électorale. C'est comme ça que, des fois, on assiste à certains scénarios. Bien. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Comment trouver une voie de sortie par rapport à cette situation relative à la désignation du candidat président de la CENI? Nous avons trouvé que les confessions religieuses ont pu se mettre d'accord qu'elles n'étaient pas d'accord. Mais après, on a l'impression que les positions sont tellement inconciliables que finalement, peut-être que cette situation arrangerait les uns ou les autres, mais in fine, j'espère que personne ne viendra parler des glissements, parce que la CENI, je pense que les temps critiques même où elle devrait avoir commencé ses opérations est déjà largement passé, et qu'aujourd'hui, on est en train de consolider plutôt un glissement avec ces, je ne dis pas ces égarements, mais en tout cas, cette différence de vue entre les confessions religieuses. Merci. D'abord, je voudrais dire ici que les confessions religieuses, les chefs des confessions religieuses sont en bons termes entre eux. Mais il faut reconnaître que ce sont des humains, ce ne sont pas des dieux. Voilà pourquoi je demande à la population, à notre peuple, de pouvoir prier pour eux. Parce que même le pape a aussi besoin de la prière. Dans ces blocages qui sera débloqué dans quelques jours, parce qu'il y a une rallonge de 72 heures, je crois que compromis sera trouvé et consensus sera dégagé autour des personnalités qui vont devoir conduire les élections dans notre pays. Mais par rapport au glissement, je ne pense pas que ici, il serait le lieu de pouvoir blâmer qui que ce soit. Parce que nous sommes nous-mêmes en train d'assister à ces tiraillements, à tous ces tiraillements. Mais je pense que dans quelques jours, solution sera trouvée, comme j'étais en train de le dire. Mais le glissement, à qui il va profiter? Je ne pense pas que le glissement va profiter aux institutions actuelles. Bon, si les gens réfléchissent en ces termes, ça serait vraiment une erreur de stratégie. Le glissement ne profitera à personne, surtout pas à ceux qui sont actuellement au pouvoir. Parce que souvent, les gens ont tendance à confondre les jours des scrutins et l'organisation des élections. Parce que l'organisation des élections doit répondre à la notion du chemin critique des élections, avec toutes les étapes, toutes les activités opérationnelles, toutes les périodes qui sont comprises dans ces schémas critiques des élections. Et donc, nous devons commencer à les préparer, à les organiser aujourd'hui pour qu'en 2023, les peuples congolais aillent aux urnes et se donnent des dirigeants
qui seront redevables devant cette population qui a tant souffert. Et je sais que le pouvoir actuel est en train de faire quelque chose, mais nous voulons aussi qu'en 2023, que les élections soient organisées de manière apaisée et transparente. Et c'est une exigence. Voilà pourquoi il y a tous ces tiraillements. On n'arrive pas à dégager un consensus parce que ce n'est pas aussi facile. Trouver des personnalités, surtout la première personnalité de cette institution d'appui à la démocratie, ce n'est pas chose facile, monsieur les journalistes. Oui, ça ne passera pas comme un passoire. Et demain, vous avez le président de la CENI ainsi que d'autres membres. C'est une tâche qui n'est pas facile. Voilà pourquoi nous devons accompagner nos pères spirituels dans la prière. Je voudrais poser la question à l'expert électoral que vous êtes. Faudrait-il organiser un recensement préalable aux élections législatives locales, nationales et à la présidentielle 2023? Ça veut dire que vous voulez conditionner les élections au recensement? Non, moi je pose la question à l'expert s'il considère qu'il faut faire un recensement ou pas. Je voudrais ici, encore une fois, faire un flashback. Oui. Lors des réformes de 2013, il a été conseillé à ce qu'on procède au recensement. Ce n'est pas nouveau, le recensement. Ça a été proposé comme réforme en 2013, après les élections de 2011. Mais nous sommes partis aux élections en 2018 sans ce recensement. Ça veut dire que nous pouvons avoir les élections en 2023 sans les recensements. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas vraiment une obligation pour que les gens puissent se polariser sur les recensements. Mais nous voudrons bien qu'il y ait le recensement. Oui. Mais ce recensement... Parce que le fichier électoral actuel, il est déjà dépassé complètement. Il faudra un nouveau. Absolument. Oui. Et le fichier électoral, la manière dont il est constitué, c'est une manière un peu empirique. L'idéal aurait été qu'on fasse un recensement en bonne et due forme qui va être un outil efficace pour organiser les élections. Parce que sinon, on risque de retomber dans les mêmes travers avec des contestations ici et là. Voilà, moi je ne suis pas contre les recensements. Il va d'ailleurs nous permettre d'avoir un registre permanent ou une liste permanente des électeurs. C'est une bonne chose, mais seulement je ne voudrais pas qu'on conditionne la tenue des élections au recensement parce que simplement les avis sont divergents sur cette question. Nous pouvons commencer avec les recensements, mais les recensements peuvent aller au-delà de 2023, ce n'est pas un problème. Mais nous pouvons avoir en même temps les élections en 2023 et clôturer avec les opérations en rapport avec les recensements après 2023, tout comme aussi il est possible d'avoir ces recensements, plutôt la fin des opérations de recensement, avant 2023. Parce que justement, il y a aussi des collègues qui proposent que les recensements peuvent être opérés dans un laps de temps, une année et demie, et que sais-je encore, mais les avis restent divergents sur ça. Tout dépend des options politiques que les parties prenantes auront à lever sur cette question. Mais moi, je ne voudrais pas ici vous donner des réponses catégoriques. Bien. Alors, vous avez dit tout à l'heure que solution va être trouvée, nous le souhaitons aussi, dans 72 heures ou moins que ça, pour ce qui concerne la désignation du candidat président de la CENI. Mais on sait que la SENCO et l'Église protestante ont un a priori qui risque peut-être de bloquer une fois de plus l'issue des secours. L'a priori, c'est tout sauf Denis Kadima. En tout cas, j'en profite d'ailleurs pour dire ici que les problèmes, ce n'est pas Denis Kadima. Les problèmes, ce sont les allégations qui pèsent sur Denis Kadima. En tout cas, à la lecture des documents, publiés par les confessions... Il n'y a que la SENCO et l'Église protestante qui les connaissent, ou bien même les autres chefs des confessions religieuses?
ce sont les allégations. Certains chefs de confessions religieuses ont eu à dire des choses sur cette question. Moi, je ne voudrais pas entrer dans ces débats. D'ailleurs, je n'étais pas dans la salle quand il y avait discussion. Je n'étais même pas présent sur la ville de Kinshasa. Et donc, je ne voudrais pas m'avancer sur cette question. Mais seulement, je note qu'il y a eu des allégations qui ont été exposées à l'endroit de M. Denis Kadima, mais également à l'endroit de certains candidats aussi. Mais je trouve que c'est une question qui sera réglée par les chefs de confessions religieuses qui vont trouver la solution, dégager les consensus, pas nécessairement dans 72 heures. Ils peuvent aller au-delà des 72 heures. Le problème, ce n'est pas les délais qui est accordé, parce que dernièrement, on avait donné 48 heures, maintenant c'est 72 heures. Demain, ça peut être une semaine, ou que sais-je encore, une semaine et demie. Mais pour autant qu'on trouve cet oiseau rare, et ces oiseaux rares comme animateurs de la CENI. Le problème, ce n'est pas les délais, mais c'est le problème de fond, c'est de trouver des personnalités capables de pouvoir faire honneur à la République. Et Cyril Ebotoko est toujours en jeu? Bien sûr. Je vous signale d'ailleurs... Pour terminer, parce qu'on est en train de terminer l'émission. Je vous signale d'ailleurs que, à la lecture du rapport des manques de consensus, il a été dit que sur les 4 candidats retenus, 2 étaient beaucoup plus meilleurs que les autres. Parmi les 2 candidats, il y avait M. Cyril Ebotoko et les candidats X aussi. Les candidats X. Bien, voilà. Alors, on va terminer cette émission par, j'allais dire, une profession de foi de votre part. En ce qui concerne les perspectives sur l'avenir immédiat de notre pays, au vu de la manière dont se passe la désignation du candidat président de la CENI. Les uns et les autres doivent faire beaucoup d'efforts pour que les pays aient des élections, et c'est une exigence d'ailleurs, des élections transparentes, crédibles et apaisées. Et ça commence par la désignation des membres de la CENI. Et moi, je reste positif et j'ai confiance, et je fais confiance aux chefs de confession religieuse qui sont nos pères spirituels. Je crois qu'ils vont prendre de la hauteur pour donner à ces pays la chance d'avoir une CENI totalement déprimée des influences politiques, disais-je. Et pour le reste, nous laissons entre les mains de Dieu en tant que chrétiens. Merci, Maître Fidèle Ndinga, de nous avoir honorés de votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous de nous avoir suivis de partout. Gardez votre fréquence. Nous nous retrouverons à très bientôt. Au revoir et merci.